Maintenant, face à une maladie aussi complexe que l'épilepsie, les chercheurs ont vraiment de quoi faire et ils s'activent, que ce soit dans le domaine fondamental, dans celui de la génétique ou évidemment dans le domaine thérapeutique, pour tenter de trouver de nouvelles solutions à ceux qui souffrent des formes les plus rebelles et les plus résistantes de la maladie. 3 d'entre eux sont avec nous, donc j'appelle, il est déjà là, Fabrice Bartholomé. Merci Fabrice, neurologue au CHU de Marseille qui est déjà intervenu ce matin. Valérie Crépel, directrice de recherche INSERM, Institut de neurobiologie de la Méditerranée. Merci, oui, mettez oui, comme ça on sera ensemble. Et Stéphanie Bollac, que je suis absolument ravie de rencontrer. Et vous êtes directrice de recherche INSERM à l'Institut du cerveau à Paris. Parce que c'est plus l'ICM, c'est que le cerveau maintenant, c'est l'Institut du cerveau. Voilà. Vous avez... Oh non, 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 vous n'avez pas perdu la moelle, c'est juste impossible. Attendez, j'ai un problème de petites fiches qui se collent. C'est toujours quand on veut... De m'excuser. Donc je commence avec vous, Valérie. Est-ce que vous pouvez, alors en 7 minutes environ, pour qu'on ait le temps de prendre des questions après, nous présenter vos recherches en cours de la façon la plus simple possible, même si on parle de recherche fondamentale. Vous pouvez rester avec nous et prendre le beeper pour passer vos projections. Merci. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Allez, on vous écoute avec intérêt. Donc bonjour, je suis donc Valérie Crépel, directrice de recherche à l'INSERM. Donc je suis tout d'abord très honorée de présenter mes travaux, de vous présenter mes travaux suite à l'invitation à la table ronde de Fabrice. Et voilà, donc je vais vous parler, moi, plus spécifiquement, vous verrez, d'un petit bout, entre guillemets, d'épilepsie, mais qui, j'espère, apportera peut-être un moment de l'espoir. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc, moi, je travaille sur l'épilepsie du lobe temporal. Et mon projet, c'est vraiment d'étudier la réorganisation des circuits et quels sont effectivement les dysfonctionnements de ces circuits neuronaux. Donc j'attends, voilà, j'attendais le diaporama. Donc on peut passer à la diapo. Ah oui, c'est moi qui passe, pardon. Donc voilà, donc en fait, c'est des schémas peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais je dirais que ce qu'il faut regarder, c'est les points 1, 2, 3, qui sont peut-être les points qui clarifient un peu mon exposé. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord la mise en place d'un réseau épileptogène dans l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est une structure qui est impliquée dans la mémoire, les processus mnésiques. Et qui est souvent le foyer de crise au niveau de l'épilepsie du lobe temporal. Alors, or, nous avons montré que dans l'hippocampe, on a cette réorganisation du réseau, ça c'était déjà montré avant nous, mais que ce réseau qui est anormal opère via des récepteurs kainates, qui sont des récepteurs excitateurs glutamatergiques, et qui vont faire dysfonctionner en fait des cellules de l'hippocampe. Donc en fait, on s'est ensuite intéressé à savoir quel était leur rôle dans l'épilepsie, et on a tout simplement bloqué ces récepteurs dans des modèles d'épileptiques murins, soit par des agents pharmacologiques, soit par une invalidation génétique. Et on s'est aperçu qu'on avait une réduction assez drastique du nombre de crises, ce qui nous a permis de dire que ces récepteurs kainates pouvaient constituer, je dis bien pouvaient, c'est encore de la recherche préclinique, pouvaient constituer une cible thérapeutique dans l'épilepsie du lobe temporal. Donc en fait, à partir de là, on a souhaité mettre en place quelque chose de plus ambitieux, en se disant qu'on pouvait peut-être proposer une thérapie génique pour en fait cibler ces récepteurs kainates dans l'hippocampe directement et non pas prendre un médicament pour bloquer les récepteurs de façon générale. Et pour ça, on a mis en place une collaboration, alors notamment d'abord avec Christophe Muhl, avec qui je travaille, qui est à Bordeaux, avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années, et avec qui je travaille sur des modèles animaux. Donc ça, c'est vraiment important, des modèles murins.
Et puis, très important aussi, dans le cadre de cette étude, nous avons mis en place une collaboration avec Fabrice Bartolomei et Didier Scavarda, ce qui nous permet en fait d'avoir accès à des échantillons chirurgicaux et de tester nos stratégies aussi sur du tissu humain. Après, ça c'est la partie, je dirais, académique entre donc la recherche fondamentale et les cliniciens. Mais dans ce consortium, il nous a apparu aussi important à un moment donné d'intégrer une compagnie de biotechnologie pour pousser cette démarche vers l'industrie et si on voulait atteindre justement le côté clinique, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Donc en fait, avec Christophe Muhl, on a été les cofondateurs scientifiques, je dis bien scientifiques, de cette start-up qui est CoreLive Therapeutics, qui a été finalement acquise par Uniqure. Donc maintenant, nous travaillons ensemble, c'est tout un groupe qui travaille ensemble et c'est très stimulant. Et on a donc proposé un composé, enfin on travaille sur un composé qui est une construction virale qui va permettre l'expression d'un RNA interférent. Et c'est ce RNA interférent qui va venir bloquer ces récepteurs qui sont entre guillemets épileptogènes et qui va, on espère, donc bloquer les crises. Donc vraiment la particularité ici, c'est d'injecter ces constructions, donc ce composé qu'on espère un jour médicament, directement dans l'hippocampe qui serait donc le foyer épileptique et avec l'espoir de bloquer la crise et en ayant une injection qui pourrait durer un long moment en fait. Donc voilà, j'ai montré un petit graphe, on montre qu'on a une baisse assez significative du nombre de crises. Et ça, c'est pour montrer aussi qu'on a eu des résultats sur des résections d'hippocampe de patients pharmacorésistants. Et bon, je ne vais pas détailler les graphes, mais globalement, on voit que si on applique la stratégie, la construction virale, on peut vraiment réduire de façon assez drastique le nombre de décharges épileptiformes. Donc voilà, on est très enthousiaste. On n'est pas encore au bout, hein, il faut le dire. C'est encore de la recherche préclinique, mais ça progresse. Les industriels sont derrière nous aussi pour faire progresser jusqu'à l'essai clinique. Donc voilà, on espère qu'on va y arriver. On croise les doigts pour vous. On croise les doigts et puis voilà l'équipe avec qui je travaille. Stéphanie Bollac, cette recherche fondamentale, alors on va parler de vos travaux juste après, hein, mais cette recherche fondamentale dans le domaine de l'épilepsie, elle est très active, vous êtes plutôt confiante de tous les travaux qui se profilent actuellement ? La question est pour moi ou pour Valérie ? Non, c'est pour vous. Ah, c'est une petite question sur globalement la recherche fondamentale dans votre domaine. Bien sûr. Elle est très active en dehors des travaux de Valérie. Vous êtes confiante ? Il y a plein de choses qui se passent. Ah oui, tout à fait. En particulier grâce au progrès en séquençage d'ADN dans le domaine de la génétique, on vit vraiment une révolution avec des progrès assez considérables au cours des dernières années. Alors la génétique, on va en parler juste après. Fabrice, cette recherche fondamentale, alors effectivement, ça met un petit peu de temps à arriver, c'est fondamental, mais c'est un domaine qui bouge bien en ce moment pour vous. Vous êtes. Alors, moi, j'ai voulu inviter Valérie et Stéphanie parce qu'elles font de la recherche préclinique, mais aussi en lien direct avec des applications possibles chez l'homme. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu Valérie. Elle étudie l'effet de nouveaux composants, de nouveaux modes d'administration, hein, les techniques virales. Et elle commence à le montrer sur du tissu humain prélevé. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas simplement chez l'animal. Stéphanie, je pense, va parler aussi d'aspects assez proches chez l'homme. Comment on peut arriver à partir de mécanismes très basiques et de progressivement l'appliquer, en tout cas dans des perspectives à pas trop long terme, dans les épilepsies humaines. Et je crois que ça, c'est un aspect où la France a des chercheurs excellents dans le domaine et qu'il faut souligner, hein, ouais. En particulier sur cette recherche académique, à la fois universitaire et INSERM, notamment dans les deux cas.
Alors Stéphanie, vous allez nous parler des récentes découvertes en matière de génétique, mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'on sait déjà sur les origines génétiques de cette maladie? Bah, écoutez, je crois que ça va être le sujet de mon topo. Donc, c'est si parfait. vous voulez, on peut... Pardon. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir associé à cet événement. Je vais donc vous parler des progrès réalisés dans le domaine de la génétique des épilepsies. Je suis directrice de recherche INSERM, comme Valérie Crépel, et je dirige une équipe de recherche à l'Institut du cerveau, qui est vraiment dédiée, donc, depuis une vingtaine d'années, à l'étude des formes génétiques. Donc, les causes de l'épilepsie, vous le savez, sont très diverses, et aujourd'hui, on estime qu'environ 2/3 d'entre elles ont une composante génétique dans leur étiologie. Alors, ce qu'on appelle composante génétique, c'est relevé plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est ce qu'on appelle les épilepsies héréditaires, où une mutation dans un gène donné est transmise au fil des générations, avec 50% de la descendance qui va hériter de la mutation donnée. Et dans ces mutations, ces épilepsies héréditaires sont des formes très rares, mais elles nous servent de modèle d'étude pour identifier de nouveaux acteurs qui sont impliqués dans les mécanismes physiopathologiques et à terme pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors, dans le scénario des épilepsies héréditaires, ce sont des travaux de recherche qui ont commencé il y a pratiquement 30 ans maintenant. Quelques gènes ont été identifiés et ces gènes codent pour des protéines qui sont appelées des canaux ioniques. Ce sont des protéines qui laissent passer les ions et qui donc régulent l'excitabilité neuronale. Et vous le savez, l'épilepsie est due justement à des décharges anormales des réseaux neuronaux. Dans le deuxième scénario, on parle d'épilepsie également génétiquement déterminée, mais pas héréditaire, parce que la mutation n'a pas été héritée par l'un des deux parents. Donc ici, vous avez souvent un enfant qui a une épilepsie assez sévère. La mutation est apparue de novo. C'est notamment le cas des encéphalopathies épileptiques développementales, par exemple le syndrome de Dravet, qui est causé par des mutations dans le gène SN1A, qui code pour un canal sodique. Et l'étude de ces formes, dites donc en trio, on étudie les deux parents et l'enfant atteint. Et grâce au progrès de séquençage de l'ADN, ont permis d'identifier de très nombreux gènes au cours des 10 dernières années, mettant en lumière de nombreuses voies de signalisation et mécanismes assez variés. Alors, ces travaux ont aussi mis en évidence une grande hétérogénéité génétique et donc la complexité d'atteindre une médecine de précision, étant donné tous ces gènes qui diffèrent. Et puis, au cours des 5 dernières années, mon laboratoire de recherche, en collaboration avec la Fondation Rothschild à Paris, le service de neurochirurgie pédiatrique, s'est intéressé plus particulièrement aux épilepsies focales pharmacorésistantes de l'enfant, qui sont dites lésionnelles, où donc une anomalie à l'IRM est détectée. Ces enfants, qui sont très souvent pharmacorésistants, sont sujets à la chirurgie de l'épilepsie. Et en collaboration avec la Fondation Rothschild, nous récupérons une partie du tissu post-opératoire. Et c'est en étudiant ce tissu épileptique que nous avons découvert la présence de mutations dites somatiques. Ces mutations sont cachées dans le cerveau et ne sont présentes uniquement dans les neurones qui sont localisés dans le foyer épileptogène. C'est pourquoi on ne les avait pas identifiées avant. Et donc là, à nouveau, on a des mutations de novo qui n'ont pas été héritées par les parents, qui ne seront pas transmises, puisqu'elles ne sont pas présentes dans la lignée germinale. Et alors ces travaux, donc en particulier dans les épilepsies avec une malformation du développement cortical, notamment les dysplasies focales corticales, ont mis en lumière une nouvelle voie de signalisation dénommée mTOR qui régule la croissance des cellules, la croissance des neurones, et qui donc constitue de nouvelles cibles thérapeutiques très intéressantes. Et donc ces mutations vont conduire à... Non, ça ne marche pas. Des neurones, vous pouvez voir en vert, des neurones qui sont anormalement gros et qui ont donc évidemment une connexion avec les neurones voisins sains qui est altérée. Donc on parle ici de mutations somatiques. Donc, une conclusion très brève. Je pense que les progrès dans la génétique moléculaire ont été véritablement considérables au cours des dernières années, permettent une meilleure prise en charge dans certains cas, vers une médecine de précision. On sait maintenant que dans certains types d'épilepsie, il faut éviter ou au contraire favoriser tel antiépileptique. Et puis, malheureusement, il reste encore de nombreux progrès à faire puisque la cause génétique dans de nombreuses épilepsies reste encore inconnue et nous travaillons activement pour les découvrir.
Merci. Vous travaillez beaucoup avec des familles. Est-ce que vous faites des suivis de famille? Quelles sont vos principales sources d'intérêt? Alors, moi, je suis du côté vraiment recherche. Je ne Oui. suis pas médecin. En revanche, tout ce travail est coordonné par le docteur Mathilde Chipot, qui est présente dans la salle. Et c'est elle qui est vraiment en interaction avec les familles, les patients, et qui coordonne tout ce travail entre la neurochirurgie et la partie recherche. D'accord. Fabrice, pour vous, la génétique, de la génétique viendront les grandes solutions thérapeutiques demain? En partie? Une partie, Plus, oui. moins. Toutes les épilepsies ne sont pas génétiques, Oui. même s'il y a souvent des facteurs de prédisposition, là, dont la génétique est plus complexe. Mais il est clair que si on arrive à identifier chez un patient donné les mécanismes génétiques, alors là c'est une génétique particulière, hein, sur la fin, ce sont des régions du cerveau qui ont acquis des mutations localisées, hein, qu'on ne retrouve pas plus globalement dans l'organisme. Mais si on arrive à identifier les mécanismes en jeu dans la production de ces anomalies, il est clair qu'on pourra développer des thérapies beaucoup plus personnalisées, ciblées. Enfin, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision, mais c'est pas simplement un mot, c'est aussi une démarche potentiellement efficace. À long terme? On est toujours dans la question de c'est quand? Parce que toutes les familles, à mon avis, tous les patients sont impatients, ce qui est normal. C'est toujours difficile de donner un Non, mais pronostic du en moyen temporalité. terme. Il faut savoir que la recherche sur le cerveau, c'est une recherche qui est lente. Hein. Oui. C'est un organe difficile, d'accès. Les modèles sont complexes. Les interactions dans le cerveau sont complexes. Elles sont complexes à l'échelle moléculaire. Ensuite, on est à une échelle régionale, puis ensuite à l'échelle du cerveau lui-même. Je pense que dans les 5 à 10 ans, ça paraît être des perspectives raisonnables. D'accord. Alors vous vous intéressez particulièrement aux épilepsies rebelles, hein, aux malades qui ne sont pas améliorés par la chirurgie, éventuellement qui ne sont pas opérables. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau de l'état de vos recherches et puis de ce qu'on peut espérer pour un avenir toujours pareil, relativement proche? Oui, alors là j'ai fait une petite figure où vous voyez en gros l'enjeu principal de la recherche chez l'homme dans les épilepsies pharmacorésistantes, c'est le fait qu'il y a beaucoup de patients en fait qui ont peu de ressources thérapeutiques. C'est ce que vous voyez en bleu clair là, ce sont les patients pharmacorésistants qui ne peuvent pas accéder à une chirurgie d'épilepsie, et finalement c'est une majorité, hein, c'est jusqu'à 75-80% des malades qui ont une épilepsie pharmacorésistante ne sont pas opérés parce qu'ils ne le sont pas pour des tas de raisons. Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Et puis, il y a les échecs de la chirurgie, alors qui peuvent être des échecs partiels ou plus complets, avec des patients qui restent donc toujours avec des crises. Donc là, il est capital de trouver des solutions thérapeutiques, par exemple en développant des nouveaux médicaments. Alors ça, c'est plutôt le rôle de l'industrie pharmaceutique, mais on a vu aussi que des idées peuvent venir de la recherche fondamentale. En particulier, on a parlé de médecine de précision, de médecine basée sur des mécanismes. Ça peut être des repositionnements de nouveaux traitements. On sait qu'il y a des molécules comme la fenfluramine qui étaient utilisées dans d'autres indications qui peuvent être antiépileptiques. Donc ça, c'est la partie très médicamenteuse, je ne sais pas comment on dit, de la recherche. Et puis ensuite, le deuxième petit paragraphe, ce sont là des améliorations dans les techniques de diagnostic, de localisation de la zone, ce qu'on appelle la zone épileptogène, hein, qui peut aider à mieux opérer, mieux traiter ces maladies. On peut améliorer les techniques de chirurgie de l'épilepsie elle-même ou introduire des techniques moins invasives, hein, comme le laser, où il y a des études sur le sujet, le gamma knife qu'on avait proposé il y a quelques années. Et puis je vais vous montrer un exemple dans lequel on essaie à la fois de mieux localiser et puis peut-être de mieux prédire les résultats de la chirurgie d'épilepsie, en se basant sur des techniques de modélisation. Et puis il y a tout un ensemble de recherches qui visent non pas à traiter avec des médicaments ou de la chirurgie, mais à stimuler le cerveau, ce qu'on appelle la neuromodulation par la neurostimulation. Là, on peut stimuler de façon invasive, c'est la stimulation cérébrale profonde. Il y a des cibles thérapeutiques dans l'épilepsie qui sont un petit peu différentes par rapport à ce qui a été découvert il y a plusieurs décennies maintenant dans la maladie de Parkinson, par exemple. Donc on peut utiliser ces techniques dans l'épilepsie. Il y a une recherche active, et notamment dans le service, on propose dans notre unité de certaines cibles nouvelles. Et puis il y a des techniques non invasives dont je vais parler après.
Donc un petit mot sur ce protocole dont on a souvent parlé, qui est un travail sur la modélisation des crises d'épilepsie. Vous voyez les partenaires ici. Je ne sais pas pourquoi ça passe. Bon, c'est pas très grave. On va aller vite. Donc l'idée là, c'est de partir des enregistrements pré-chirurgicaux. Alors vous savez que beaucoup de patients ont des enregistrements intracérébraux avec la SEEG. Et à partir des données du patient, les données anatomiques de l'IRM, les données SEEG, on va construire un modèle virtuel du cerveau épileptique, ce qu'on appelle le Virtual Epileptic Patient. C'est un modèle qui va nous donner une estimation de la zone épileptogène, en plus des autres examens, potentiellement qui peut nous aider à guider la chirurgie. Donc vous avez ici le résumé du pipeline, de toute la suite de process qui sert à la modélisation. Donc à gauche, vous voyez qu'on rentre les données anatomiques du patient, notamment ce qu'on appelle la tractographie et reconstruire, les fibres qui lient les régions entre elles. On rentre les données, des données venant de l'électrophysiologie, des enregistrements intracérébraux. Il y a tout un process qui est fait. Et à la fin, ce qui sort, qui est donné par le modèle dans le cerveau reconstruit du malade, ce sont les zones en rouge qui sont les zones les plus épileptiques, la zone épileptogène, avec des probabilités plus ou moins grandes. Alors ce qu'on peut faire à partir de ça, c'est de guider la chirurgie. On va dire, voilà, ce sont les zones les plus épileptogènes qu'il faut enlever. On peut aussi, et c'est ce qu'on développe actuellement, faire de la chirurgie virtuelle. C'est-à-dire qu'on peut enlever dans le modèle telle et telle zone et regarder si les crises continuent dans notre modèle. Donc prédire comme ça si la chirurgie va être ou pas efficace. Alors, on ne le fait pas de façon prospective, on le fait de façon rétrospective, il y a une étude en cours, et ça a l'air quand même d'être assez prédictif. Donc c'est une approche intéressante. Alors il y a un essai clinique qui est en cours, qui utilise cette technique, qui est l'essai Epinov, qui inclut aujourd'hui, alors maintenant c'est 12 centres de chirurgie d'épilepsie en France. C'est le seul essai au monde à tester une technique de cerveau virtuel dans une maladie neurologique. Aujourd'hui, il y a pratiquement 300 malades inclus, ce qui est aussi la plus grosse cohorte prospective de patients en SEEG. Donc je vous remercie tous les centres et tous les patients qui acceptent de rentrer dans ce protocole. Donc l'idée là, c'est de comparer deux groupes. Un groupe où les patients sont discutés en chirurgie d'épilepsie, les résultats, avec le résultat du cerveau virtuel, et puis un autre groupe contrôle, où la discussion pour l'indication de la chirurgie ne bénéficie pas, ou en tout cas n'a pas le cerveau virtuel, et on va comparer les deux groupes, savoir s'il y a eu une amélioration ou un changement de stratégie chirurgicale dans le groupe dans lequel il y avait la modélisation. Donc ça, c'est un aspect de certains travaux de mon unité de recherche à Marseille, qui est une unité de l'INSERM, qui est l'Institut de neurosciences des systèmes. Je ne l'ai pas mis dans la première diapo, mais j'aurais dû le faire. Un autre projet qui a plutôt l'attrait au développement de certaines techniques non invasives de stimulation, qui est la stimulation électrique transcrânienne, qui consiste à mettre un bonnet comme un bonnet EEG sur le crâne, et on envoie des courants de faible intensité. Alors, il y en a une petite partie qui arrive et qui traverse le cerveau, qui traverse le crâne et qui arrive jusqu'au cerveau. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi la TDCS, stimulation transcrânienne électrique directe. Et ça, c'est un projet européen que l'on coordonne avec Fabrice Wendling à Rennes, Giulio Ruffini à Barcelone, et qui comporte une part de recherche fondamentale, une part de modélisation et une part d'essais cliniques utilisant ces techniques. Donc il y a un essai qui est en cours prospectif à Marseille sur cette technique. Quelques patients préliminaires avaient été publiés cette année, donc ça c'est un travail dans lequel vous voyez ici le résultat. En gros, il y a à peu près 50% des patients qui répondent à ces stimulations transcrâniennes. C'est une technique qui est sans risque en fait, il n'y a pas de complications. Elle est complètement non invasive, bien tolérée, et on a dans 50% des cas à peu près une diminution de la fréquence des crises. Le problème, c'est qu'il faut multiplier les séances, il faut répéter les séances tous les 2 mois. Donc, c'est tous les 2 mois. Oui. Ça n'a pas un effet permanent. Donc tous les 2 mois, ad vitam aeternam, enfin, très longtemps en tout cas. Alors c'était une question qui se pose, est-ce que ça induit à long terme une plasticité? C'est-à-dire, est-ce qu'à long terme, on a une diminution des crises chez les répondeurs? Je n'ai pas encore la réponse.
Mais on a des patients qui ont ce type de technique depuis plus de 2 ans maintenant et qui viennent tous les 3 mois à l'hôpital faire les séances. Ah oui, ils ne peuvent pas le faire en ambulatoire. Alors, Ils ne peuvent pas le faire chez eux. Alors, il y a des techniques à domicile. J'ai récemment déposé un projet pour faire la stimulation à domicile. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapo. Donc, c'était quelques exemples, bien sûr. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait pas mal de patients qui ne pouvaient pas bénéficier de la chirurgie. Est-ce que ceux-là peuvent bénéficier de la stimulation profonde ou pour les mêmes raisons, ils peuvent bénéficier ni de l'un ni de l'autre? Non, au contraire, oui, la stimulation cérébrale profonde, c'est une technique palliative, parce que le plus souvent, on n'arrive pas à avoir une liberté complète de crise, encore que ça peut arriver, mais qui est une technique efficace. Alors, celle qui est proposée de façon la plus reconnue, c'est la stimulation du noyau antérieur du thalamus. C'est en particulier efficace dans les épilepsies bitemporales ou les épilepsies frontales, parce que c'est un noyau qui projette sur ces régions-là. À Marseille, on expérimente une stimulation d'un noyau plus en arrière dans le thalamus, qu'on appelle le pulvinar. Donc c'est une étude prospective dont les premiers résultats montrent que certains patients répondent très bien aussi. Le pulvinar, c'est un noyau du thalamus qui a des projections plus vastes en fait, dans le cerveau, donc potentiellement, peut-être pas plus efficace, mais en tout cas complémentaire du noyau antérieur. Et est-ce que, je vous pose la question à vous aussi, Valérie, est-ce que les progrès de l'imagerie vous ont ouvert de nouvelles voies de découverte des zones du cerveau? C'est pour vous un facteur de progrès ou ça n'a rien à voir avec votre activité? Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, c'est un facteur de progrès, mais c'est surtout un facteur qui est lié justement au diagnostic et à la finesse du diagnostic et savoir exactement quelles sont les structures qui sont impliquées dans les réseaux épileptogènes. Et ça, c'est vraiment la partie de Fabrice, en fait, qui permet justement de dire est-ce qu'il y a une zone qui pourrait être le foyer, enfin, la zone normalement qui va être identifiée comme celle qui pourra passer en chirurgie. Et un des aspects qui est intéressant dans ce qu'on propose, c'est peut-être d'injecter dans cette zone justement ce composé qui pourrait, on espère, limiter les crises, donc, ou voire abolir les crises. Donc toute l'imagerie, tout ce qu'il y a comme diagnostic est vraiment fondamental en fait. Je pense que vous avez plein de questions à poser, donc oui, on vous donne un micro. Ah ben ils sont là les micros, pardon, j'avais pas vu. Oui, excusez-moi, ça va peut-être être une question où un peu tout le monde y répond. En gros, la situation, donc je suis épileptique, pharmacorésistante, j'ai été opérée, c'est revenu. Et avec mon compagnon, il y a quand même le projet bébé qu'on pense de plus en plus. Ma neurologue, donc je suis à Rouen, ma neurologue dit que c'est possible, hein, pas de problème. Et moi, la grande question que j'ai à chaque fois, c'est le côté ADN. Et du coup, comment on peut savoir ou pas savoir? Est-ce que c'est le jour où le bébé fera une crise qu'on se dira « Ah, peut-être que ». Est-ce qu'il y a pendant la grossesse un suivi à ce niveau-là? Comment on peut, ou est-ce qu'on ne peut pas savoir du tout? Et puis voilà. Alors, qui répond? Vous avez un micro chacun, donc pas de problème. Une réponse clinique assez générale, parce que c'est difficile quand on ne connaît pas votre dossier d'être plus précis. Il y a une part d'épilepsie qui sont très clairement génétiques, dont on fait le diagnostic, par exemple en faisant un panel de gènes. Sachant que je suis la première de ma famille, et moi, ça serait sûrement venu suite à 95% de chance, suite à une convulsion que j'aurais fait bébé, avec de la température, et convulsion longue qui m'aurait abîmé mon hippocampe. Et tout viendrait de là. Mais au niveau génétique, je suis la première depuis des générations, en fait. A priori, comme ça, vu de loin... Je peux me rapprocher loin. De très loin. C'est toujours difficile de faire des consultations en direct. Hein. Mais est-ce que la question, c'est bon, je ne sais pas. Peut-être vous avez une sclérose de l'hippocampe. Oui. Puis l'hippocampe, je ne l'ai plus de toute façon. J'ai mon hippocampe gauche, je l'ai retiré. Donc on sait qu'il y a des facteurs génétiques potentiels. Là, je me tourne vers Stéphanie, mais en général, c'est quand même pas des épilepsies familiales. Hein. Donc le plus souvent, il n'y a pas de.
Et effectivement, en absence d'histoire familiale, c'est pas la première suspicion qu'on pourrait avoir. Mais si vous voulez être rassuré, je pense qu'il est effectivement possible de tester un panel de gènes pour voir si vous portez une mutation dans un des gènes les plus fréquemment impliqués dans ce type de syndrome. Mais une autre question. Juste pour vous rassurer, c'est une question qu'on a très souvent. Et le plus souvent, on rassure les personnes en disant non, il n'y a pas de risque dans votre descendance. Il n'y a pas de risque majeur. Madame ? Je voulais poser la question de l'influence des hormones. Enfin, je constate chez ma fille que quand elle a eu un bébé, elle était enceinte, elle a pratiquement pas fait de crise sur ces 2 grossesses. Et puis, quand elle est réglée, comme beaucoup de filles, 8 jours avant, on sait que c'est crise beaucoup plus répétée. Donc, je voulais savoir s'il y a de la recherche ou une avancée là-dessus, des questions qu'on peut se poser par rapport à ça, au niveau de l'endocrinologie. Merci. Oui, c'est un phénomène qui est fréquent, hein, bien sûr, le fait qu'en période de maximum d'estrogène, il y ait plus de crises. Certaines femmes ont cette relation au cycle. Alors, il y a des recherches, à ma connaissance, pas en France, pas d'équipe qui travaille spécifiquement sur le sujet, en France notamment sur le plan de l'épilepsie humaine. Mais oui, il y a des équipes, notamment à Boston, par exemple, qui travaillent sur le sujet. Ouais. Par contre, il y a des solutions, d'essayer d'atténuer les crises pendant les règles. On peut donner certains traitements, on peut donner une hormonothérapie pour limiter ces phénomènes-là. Question au premier rang. Oui, oui, Anne. L'épilepsie génétique, moi je connais un petit peu à cause de mon fils. Et la question que je me posais, pourquoi dans notre système français, on ne fait pas un étalonnage plus précoce dans le diagnostic des enfants au niveau de l'épilepsie, même s'il n'y a pas de suspicion systématiquement, on va dire, de gènes, de manière particulière. Dans mon cas, pour la maladie de la Fora, il y a certains traitements épileptiques qui sont déconseillés puisqu'ils accélèrent la dégénération. Et pourquoi c'est pas fait, et si c'est un problème de coût ou autre, voilà. Bon, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Tous ces travaux sont encore relativement récents. Donc, effectivement, il faut le mettre en place. Maintenant, c'est une certitude que dans quelques temps, et je pense qu'à Marseille, vous y êtes déjà, effectivement, que dès qu'un diagnostic est posé chez l'enfant, qu'il y a un diagnostic moléculaire qui soit fait dès le diagnostic de l'épilepsie. Je pense que non, à Marseille, je ne sais pas où vous en êtes, mais je pense qu'en pédiatrie, c'est déjà le cas, non? Oui, il y a une gamme d'encéphalopathies épileptogènes chez le nouveau-né et le petit nourrisson qui sont systématiquement screenés en gènes, en génétique. C'est très important. Après, sur les épilepsies myocloniques progressives, je pense que ça dépend de l'équipe ou de neuropédiatre ou du pédiatre qui s'en occupe. Il peut y avoir du retard. Ça, c'est pas. Et puis sur la Fora, ça débute plutôt à l'adolescence. Donc c'est des périodes aussi un peu de transition entre la prise en charge pédiatrique et adulte, qui est pas toujours facile. La maladie de la Fora, c'est une maladie qui parfois débute souvent comme une épilepsie généralisée plus banale. Et donc il n'est pas toujours facile au début de suspecter, mais dès qu'on la suspecte, on fait quand même les examens, normalement, à la fois génétiques et histopathologiques nécessaires au diagnostic. Ouais. Une autre question? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous savez si, dans le cas des épilepsies dues à des doubles cortex, il y a eu des recherches de fait dernièrement et des possibilités d'amélioration? Alors peut-être Valérie, Oui, alors il y a effectivement beaucoup de recherches qui sont faites au niveau fondamental pour essayer de justement comprendre les mécanismes, parce qu'un des points clés pour essayer ensuite de trouver une stratégie, comme on dit, c'est déjà d'essayer de comprendre
à quoi est due la pathologie, et c'est toujours relativement complexe. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. On commence à mieux comprendre, et à partir de là, on va pouvoir commencer à élaborer quelque chose de plus précis pour imaginer en tout cas un traitement. En tout cas, il y a des modèles animaux d'hétérotopie en bande, notamment à l'INMED, oui, tout à fait. Oui, ça, c'est qui reproduisent bien la maladie et qui laissent présager de mieux analyser les mécanismes. Après, ce que je disais tout à l'heure, on peut appliquer des techniques moins spécifiques mais efficaces de stimulation dans des maladies comme le double cortex, quand ça se présente comme une épilepsie généralisée sévère, pharmacorésistante, des techniques de stimulation cérébrale profonde, des techniques comme ça peuvent être utilisées. Il y a un aspect spécifique à la maladie et qui est souvent encore du domaine préclinique, effectivement, dans ces maladies génétiques. Et puis il y a des thérapies moins spécifiques et qu'on essaie quand même de rendre le plus efficace possible. Ça fait partie d'une recherche importante aussi. Oui, parce souvent on nous a bien fait comprendre qu'il n'y avait pas tellement d'issues, on ne pouvait pas tellement guérir de ce problème, ni par des opérations. Après, d'un point de vue médicamenteux, c'est forcément, ça reste résistant. Donc, voilà, je voulais savoir un peu s'il y avait... on parle très peu de la recherche sur les doubles cortex, et donc... savoir si vous en avez. Oui, il y a beaucoup de recherches en fait. Il y a beaucoup de recherches, mais c'est encore dans les labos. C'est encore dans donc les labos. C'est difficile. C'est pas encore sorti, mais c'est assez actif. Oui, parce que est-ce qu'on connaît vraiment les répercussions de tous les médicaments que prend une jeune femme depuis l'âge de 3 ans, lorsqu'elle arrive à 30, 40 ans, les répercussions sur son corps, sur justement son psychique? Ça dépend de quels médicaments vous parlez. Les médicaments les plus anciens, évidemment, on a du recul beaucoup plus qu'avec les nouveaux. Donc les nouveaux, ça va être très limité dans ma réponse. Non, on n'a pas de recul de plus de 4-5 ans pour certains, 10 ans pour d'autres. Après, ce qu'on sait, c'est que les médicaments inducteurs enzymatiques, comme la carbamazépine, la phénitoïne, le phénobarbital, ce sont des médicaments qui peuvent avoir des effets métaboliques à long terme. Sur la densité osseuse, par exemple, sur les hormones, sur probablement le risque cardiovasculaire. Il y a quand même une suspicion de ces médicaments. Donc cet effet à long terme, il y est peut-être, mais il est à balancer avec l'amélioration de la situation. Voilà. On parle beaucoup du valproate de sodium, la dépakine, les effets à long terme de la dépakine. Il n'y en a pas le plus souvent, il n'y en a pas en dehors des risques, évidemment, pendant la grossesse. Donc ça dépend de quoi on parle exactement. Mais c'est toujours une estimation de balance efficacité-risque, sachant que les médicaments, ils évitent les crises quand même, donc c'est l'essentiel aussi. C'est ça. Merci. Oui, bonjour, j'ai une question. Donc moi, je suis là. Je suis donc la maman de la petite fille, mon conjoint en a parlé tout à l'heure, lors de l'ETP. Donc elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans épileptique. Aujourd'hui, on ne connaît pas la cause vraiment de son épilepsie. Elle est pharmacorésistante, considérée pharmacorésistante, mais elle a répondu aux médicaments au bout de 3 médicaments combinés. Donc finalement, elle sort, je ne sais pas si on peut dire qu'elle sort de la pharmacorésistance ou pas. Bref, il y a eu des recherches de fait sur les causes génétiques, puisque dans la famille, il y a eu notamment son papa qui a fait beaucoup de convulsions quand il était enfant, sans être épileptique. Et donc la recherche génétique est revenue négative. Voilà, mais avec la recherche qui est faite de nouveaux gènes qui sont détectés, est-ce qu'il y a un intérêt à refaire des recherches génétiques tous les 5 ans, tous les 10 ans, je ne sais pas, pour essayer d'expliquer en fait, ou d'avoir une réponse à la cause de l'épilepsie ou non, sachant qu'aujourd'hui, voilà, elle est
je ne sais pas si je peux parler de stabiliser avec 3 médicaments aujourd'hui. Mais par exemple, les neuropédiatres de Robert Debré, là où on est suivi, ils ne savent pas nous dire comment ça va évoluer quand elle va grandir. Parce qu'elle ne rentre pas dans les cases d'un syndrome épileptique, parce que ces crises sont vraiment diverses. Elle a des absences, des crises partielles, des crises généralisées, un peu tout. Donc voilà. Ma question, c'est plus, est-ce qu'il y a un intérêt à refaire des recherches selon une fréquence à moyen terme, tous les 5-10 ans? La réponse est oui, mais je vais laisser Stéphanie répondre peut-être, puisque moi je ne suis pas du tout un spécialiste de génétique. Mais oui, les gènes qui sont par exemple dans le PAGEM, ce sont des gènes qui sont mis à jour régulièrement. Hein, donc un panel de gènes qui est fait aujourd'hui ne sera pas le même dans 2-3 ans, par exemple. Donc ça vaut le coup, ça vaut peut-être le coup aussi de faire ce qu'on appelle un exome, une étude plus globale du génome. On en avait discuté, mais Okay. Voilà, il y a le rapport coût. Oui, il paraît voilà. que ça coûte très cher. Et puis qu'est-ce que ça va amener au fond pour l'instant pour votre fille si elle est pharmacosensible à 3 antiépileptiques, c'est déjà bien. Oui. Moi, j'ai beaucoup de patients qui vivent toute leur vie avec 3 antiépileptiques. Hein. Je fais des consultations d'épilepto depuis plus de 25 ans. Il y en a que je suis pendant 25 ans avec 3 traitements antiépileptiques et qui ont une vie tout à fait normale. Hein. La définition 2 antiépileptiques, on est pharmacorésistant, c'est une définition opérative. Hein. C'est ce que tu as dit ce matin à Stéphane Auvin. C'est pour encourager les personnes à les consulter tôt. Mais c'est pas une définition absolue. Il n'y a pas de définition absolue de la pharmacorésistance. Hein. C'est quelque chose de relatif. Donc 3 antiépileptiques, c'est relativement banal, hein, non, banal au sens, pas pour l'enfant, hein, mais pour les épileptologues, d'avoir des patients qui finalement vont bien avec 3 antiépileptiques et on ne va plus jamais les embêter par la suite. Vous voulez ajouter quelque chose, Stéphanie Bollac? Oui, voilà, je voulais rajouter un petit commentaire dans l'hypothèse où l'épilepsie de votre enfant aurait été héritée d'une mutation du papa. Vous voyez que même en connaissant la mutation, on ne peut pas prédire la sévérité, puisqu'elle peut être très variable au sein d'une famille avec une même mutation. Merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci.